Bonjour à tous. En tant que doyenne des conférenciers de ce colloque, je vais me permettre de vous emmener faire un petit tour dans le passé. Et pour essayer de vous montrer que le problème de l'efficacité des médicaments ou de l'efficacité des interventions en santé n'est pas un problème récent. Effectivement, dans le passé, et dans cette ville de Montpellier, comme on vous l'a rappelé, c'est la plus ancienne faculté de médecine qui marche encore en Europe. Eh bien, on ne peut pas ne pas commencer une conférence sans parler de l'art médical. L'art médical qui était basé sur quoi? Sur l'intuition et sur l'expérience personnelle. Pour arriver, bien évidemment, à notre période actuelle de la médecine basée sur les preuves. C'est en réalité, au cours du temps, ce dont je veux un petit peu vous parler, c'est l'art de mesurer l'incertitude. Je vous emmène en Grèce. Tout à l'heure, on a parlé du latin. Là, on va parler du grec, où Pythagore, comme Platon, n'avait déjà écrit ceci: « Il n'est de science que du nombre », ce qui déjà indiquait la nécessité de ne pas conclure sur un cas isolé. On peut remonter assez vite le temps, venir à Pascal, bien sûr, Pascal le pari, et la géométrie du hasard. Pascal avait travaillé justement sur comment répondre à la question d'un ami qui jouait beaucoup, qui pariait beaucoup au jeu, et de lui estimer un algorithme qui lui permettrait de gagner plus souvent. Et c'est là où il a abouti à cette géométrie du hasard. Ensuite, des noms que vous connaissez bien évidemment, tous ceux qui font un petit peu de statistiques, Laplace, Poisson, Gauss, toute la théorie des distributions. On en vient à la France aux alentours de 1840, où Louis et son ami Gavaret avaient écrit, et peu de gens le connaissent, le précis de statistiques médicales. Ce qui veut dire que déjà, à cette époque-là, on pensait qu'il fallait peut-être interpréter les données médicales pour en tirer des conclusions plus justes. Mais ça s'est évanoui en France, ça n'a pas pris dans le domaine médical. Et donc, c'est parti en Angleterre. Et c'est finalement des personnes comme Neyman, Fischer, ça aussi vous dit quelque chose, sûrement, ils travaillaient, eux, en agronomie, mais surtout Bradford Hill, qui a appliqué ces théories aussi de passant de l'économie à l'homme. Alors, le retour en France, il s'est fait vers les années 50 avec Daniel Schwartz et son équipe dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et il a écrit en particulier, et beaucoup d'entre vous sûrement le connaissent, les méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes. Et puis, le fameux livre de chevet pour un certain nombre d'entre nous, L'essai thérapeutique chez l'homme, publié en 1970. C'est à partir donc du développement de l'école de biostatistique de Daniel Schwartz que les essais thérapeutiques chez l'homme en France se sont développés. Vous voyez que ça a mis un certain temps. Juste anecdotiquement, je vous montre que le premier essai randomisé publié en France était le suivant: résultat à 5 ans d'un essai thérapeutique concernant les angiomes tubéreux cutanés, qui sont des tumeurs bénignes, mais qui surviennent chez les bébés, qui sont très impressionnantes parce que c'est rouge et c'est laid, et ça fait peur, et ça peut même saigner. Et on s'est demandé à l'époque s'il fallait ne rien faire et attendre que ça disparaisse, ou s'il fallait les traiter, et on les traitait à l'époque par radiothérapie. Vous voyez que le premier essai est un essai non médicamenteux. Il s'agissait de radiothérapie. Bon, on a montré qu'effectivement, il valait mieux ne rien faire que de la radiothérapie, surtout pour avoir des séquelles un certain nombre d'années après. Donc 72. Puis un autre essai, publié en 80 dans le JAMA, l'exérèse d'une blatte du canal auditif, étude contrôlée. Vous voyez que ça, ce n'est pas un essai de médicament, c'est un essai de chirurgie.
Donc, les premiers essais ainsi publiés n'étaient pas des essais de médicaments. Et on ne les a pas non plus caractérisés comme non médicamenteux. Alors, revenons aux choses plus sérieuses et plus actuelles. Quels sont les problèmes que nous posent à l'heure actuelle les essais d'intervention dits non médicamenteux? Comme pour les essais thérapeutiques qui cherchaient à traiter des maladies, les essais d'intervention vont chercher à améliorer la santé. Donc, les problèmes se posent de la même façon. Est-ce que A est supérieur à B? Est-ce que A est inférieur à B? Ou est-ce que A égale B? Ça, c'est le même problème qui se pose. Il n'y a pas de différence. Et les trois problèmes principaux à résoudre pour répondre à ces questions, que ce soit un médicament ou pas un médicament, c'est le problème de la variabilité, qui est une caractéristique du monde vivant et pour laquelle on est bien obligé de tenir compte. Hasard ou réalité des résultats? Est-ce que j'ai trouvé ça par hasard ou est-ce que ce n'est pas tout à fait par hasard? Et mesure donc de l'incertitude. Deuxième point important, j'ai trouvé quelque chose, vraisemblablement ce n'est pas tout à fait par hasard, mais est-ce que c'est imputable à ce que j'ai fait? Donc, deuxième point important, c'est le plan expérimental. Est-ce que je me suis mis dans une situation qui permet de conclure que c'est bien ce que j'ai fait qui a modifié les résultats? Et puis, le troisième point important, et il est capital dans les essais d'intervention parce qu'il nous pose beaucoup de problèmes, c'est la représentativité. J'ai travaillé sur un groupe de sujets, malades ou non malades. Est-ce que je peux extrapoler les résultats, certes, qui ont une bonne probabilité d'être vrais, qui ont une bonne probabilité d'être créés par ce que j'ai fait, est-ce que je peux les extrapoler à d'autres populations? Et à quelles autres populations? Et dans les essais d'intervention dits non médicamenteux, c'est un des problèmes majeurs. Alors, c'est vrai que médicaments, chirurgie ou radiothérapie, on peut, comme l'a dit tout à l'heure Grégory Nino, on peut parfaitement avoir une indication précise pour qui c'est, comment il faut le prendre et comment il faut faire. Ce qui n'est absolument pas le même cas, et ce qui a été dit, pour les essais d'intervention, je dirais, en santé, globalement. Donc, quelles sont les différences entre l'essai thérapeutique médical, je dirais, qui vise à traiter une maladie, et les essais d'intervention qui visent beaucoup plus large, qui est d'améliorer la santé? Donc, on passe du traitement individuel des maladies aux interventions en santé. Et c'est là toute la différence. Donc, de thérapeutiques prescrites aux interventions qui, en plus, sont recommandées, plus ou moins, et souvent auto-administrées, ce qui augmente encore la variabilité de ces interventions. On passe de la guérison d'une pathologie à la prévention et au maintien en bonne santé de la population. Donc, en fait, on passe de la relative simplicité des situations de traitement des pathologies à la complexité, et bien sûr, Grégory en a donné des exemples, des interventions et des influences possibles. Les essais d'intervention doivent, comme les essais thérapeutiques, aboutir à des résultats scientifiquement crédibles basés sur des preuves. Ça, c'est identique. Peut-être que justement, ce qui peut changer, c'est la méthodologie adéquate qui va permettre d'avoir ces preuves. Donc, on voudra toujours un jugement dit de signification, c'est-à-dire la probabilité que ce ne soit pas réalisé, que le résultat ne soit pas dû au hasard, mais il va falloir beaucoup plus de sujets pour le montrer, parce qu'on va avoir une variabilité qui est encore plus grande que quand on traite une maladie, puisque globalement, on va avoir des problèmes de santé beaucoup plus larges. On va avoir besoin d'un jugement de causalité, est-ce que des actions simples, mais aussi un contrôle des contextes. Et ça devient déjà encore plus difficile en plan expérimental qu'on va pouvoir utiliser. Et enfin, le grand problème, et on va en parler, je crois, pas mal au cours de ce congrès, c'est très important, la vraie question, c'est la transférabilité des résultats à d'autres populations. Et ça, c'est vraiment un point majeur pour lequel notre méthodologie actuelle n'est sûrement pas adéquate. Juste pour vous montrer ce que j'entends par les influences qui peuvent survenir
dans un essai d'intervention. Nous avions mis, au moment où il a été décidé que les collèges, les écoles et les lycées devenaient sans tabac, de mettre en place des actions pédagogiques en Languedoc-Roussillon, dans la région, dans les lycées, pour essayer d'obtenir plus d'arrêt du tabagisme des lycéens. On ne parle pas des enseignants, mais des lycéens. On a donc fait ça dans divers lycées tirés au sort dans l'ensemble de la région, et les résultats sont les suivants. On a eu nettement plus d'arrêts du tabagisme dans le Gard que dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alors, est-ce qu'on a été bien meilleur dans nos actions pédagogiques dans le Gard que dans les PO? Bien sûr que non. Il y a un autre facteur qui s'est introduit, un biais qui s'est introduit, la proximité de la frontière, bien évidemment, où on pouvait aller acheter du tabac beaucoup moins cher. Donc vous voyez, c'est juste pour vous donner un petit exemple des problèmes qui vont surgir en permanence dans ces essais d'intervention et qu'il va falloir effectivement en tenir compte. Donc, en conclusion de cette courte introduction, je redis ce que je pouvais dire à mes élèves quand j'expliquais les essais thérapeutiques. Une action qui n'apporte aucun résultat utilisable est inutile, nuisible, car perte de temps, d'énergie, de ressources, voire non éthique, puisqu'on peut faire une perte de chance au sujet qu'on a inclus dans l'essai. Donc, dans le domaine des interventions, je répète, dites non médicamenteuses, eh bien, il faut produire, pour qu'elles soient utiles, des connaissances transposables. Réfléchir aux méthodologies, je pensais à une méthodologie qu'avait mise en place le professeur Schwartz et qui n'a jamais été beaucoup utilisée, je l'ai utilisée quelques fois, c'était l'essai dit pragmatique, se mettre dans la situation réelle et pas se mettre en situation expérimentale. Si je fais ce que je fais beaucoup en ce moment de l'éducation pour la santé, mais que c'est quelqu'un qui fait cette éducation, qui est un enseignant-chercheur de très haut niveau dans l'école, comment ensuite je ne vais pas envoyer tous les enseignants-chercheurs dans les lycées, dans les collèges pour faire ce type d'intervention? Il faut donc que ce type d'intervention soit fait par des gens qui, effectivement, ont accès à tous les lycées, tous les collèges, dont les enseignants, par exemple. Okay? Donc, vous voyez, il faut se mettre en situation vraiment pour pouvoir transposer. Et il faut en particulier, je crois, dans ce domaine, une interaction entre chercheurs et acteurs de terrain. Ça, c'est tout à fait important, que ce soit en prévention, en éducation, en exercice physique, en nutrition, tout ce que vous voulez. Voilà, ça sera, je pense, mon dernier mot, sauf une dernière petite chose. Voici le docteur Linz, qui a réussi un essai tout à fait... il a considéré qu'il avait eu du succès. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 6 possibilités pour traiter une pathologie dont je vous laisse deviner laquelle c'est. Il avait la possibilité de faire, il a donné, alors il avait un groupe de sujets, il n'en avait pas beaucoup, il en avait 12, donc il en a mis 2 par bras, un quart de cidre, 25 gouttes de vitriol, 6 petites cuillères de vinaigre, une pinte d'eau de mer, 2 oranges et un citron, et un gâteau épicé avec un verre d'eau, Barley Water, d'eau, bon, je ne sais pas ce qu'elle est Barley, bon, avec un verre d'eau. Et il a montré qu'il y avait 2 groupes qui avaient marché, ils étaient 2 dans chaque groupe, hein. Ceux qui ont reçu un quart de cidre et ceux qui ont reçu 2 oranges et un citron. Je vous laisse deviner quelle était la pathologie traitée. Merci.